Professeur Didier Raoult, professeur Jean-Christophe Légier, on parle beaucoup des probiotiques, on commence à en vendre dans de nombreux endroits, de nombreuses personnes utilisent des probiotiques pour améliorer leur santé, mais au fond, qu'est-ce qui est prouvé? Qu'est-ce qu'on sait de l'efficacité des probiotiques? Alors, les probiotiques, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est vivant et bon pour la santé. C'est ce que ça veut dire. Et donc, les probiotiques ont été réellement utilisés et proposé par Metchnikov au début du XXe siècle, qui était un chercheur russe qui est venu en France, qui a eu le prix Nobel, non pas pour ça, mais pour l'étude de l'immunité, et qui avait trouvé que les gens qui mangeaient des yaourts en Bulgarie vivaient plus longtemps que les autres. Et donc il en a fait une espèce de jouvence. Les microbes qu'il y avait dans les yaourts, c'était la jouvence, la nouvelle jouvence. Et donc on est sûr que chez les hommes, il y a deux choses, c'est qu'ils voudraient devenir immortels, ne jamais vieillir, et ils ont peur de tout. Donc c'est les constantes auxquelles nous, on est confrontés. Rapidement, on s'est rendu compte, et lui s'est rendu compte, qu'il y avait un certain nombre de microbes qui luttaient d'une manière efficace, quand on les prenait par la bouche, contre les agents de diarrhée. Parce qu'ils rentrent dans un écosystème, c'est-à-dire dans un monde qui a plein de microbes. Il y a des microbes qui donnent la diarrhée, et ces microbes luttent contre les microbes qui donnent la diarrhée. Et il y a des produits qui sont commercialisés, dont l'efficacité a été démontrée par de multiples études, comme l'ultralevure par exemple, qui sont des médicaments qui sont efficaces pour prévenir les diarrhées et pour lutter contre les diarrhées. C'est une chose qui est établie. À partir de ce phénomène de lutte contre les diarrhées, ces produits ont été utilisés à des quantités absolument colossales dans l'agriculture et dans les élevages. Et donc ça a été utilisé d'abord pour empêcher les diarrhées et ensuite tout simplement pour faire grossir les animaux. Les faire grossir en taille et en graisse. Et ça, c'est depuis avant la Deuxième Guerre mondiale. On continue à faire grossir les poules, les veaux et les petits cochons. Avec ça, c'est régulé par l'Europe. Ça fait 40 ans qu'on peut prescrire des probiotiques pour faire grossir les animaux. Et on s'est rendu compte, tout de suite après la guerre, que le principe actif de ces probiotiques était les activités antibiotiques de ces microbes, qui empêchent la croissance de mauvais microbes, et qui donc se battent contre ces microbes. Et toute une famille d'antibiotiques a été découverte comme ça, la tétracycline, qui vient d'un probiotique qui était utilisé pour faire grossir les poules. Donc ça, c'est pas quelques animaux de laboratoire, il y a des centaines de millions d'animaux qui ont reçu des probiotiques. Et comme les antibiotiques qui étaient aussi utilisés pour faire grossir les animaux ne sont plus autorisés pour cette fin en Europe, ils sont remplacés par les probiotiques. Et il y a des centaines de milliers d'agriculteurs qui donnent des probiotiques tous les jours ou toutes les semaines pour faire grossir les animaux. Donc ça, c'est établi. Voilà. Ensuite, il y a peu de choses qui soient établies, mais il y a des choses qui sont proposées dans toute une série de situations. Et comme les études sur les microbes humains sont en train d'augmenter, bien entendu, il y a de plus en plus de propositions. Pour le reste, ça n'est pas bien clair et on verra pourquoi on n'arrive pas à clarifier ça. Mais globalement, c'est vrai que c'est utilisé d'une manière massive dans l'élevage pour faire grossir les animaux. C'est ça. Quelles sont aujourd'hui les nouvelles pistes d'utilisation des probiotiques qui sont explorées actuellement? Alors, ce qu'il y a de relativement récent au niveau des probiotiques, c'est qu'on sait désormais qu'en administrant par la bouche des souches bactériennes de probiotiques, comme les lactobacillus, on peut les retrouver dans d'autres endroits qui étaient considérés jusqu'à présent stériles. On peut prendre deux exemples. Tout d'abord, le lait maternel. On sait que l'équipe espagnole a démontré que l'administration de souches de lactobacillus par la bouche permettait de guérir des infections au moment de l'allaitement et qu'on détectait dans ce lait maternel ces souches de probiotiques. On a fait la même constatation au niveau des urines, où on sait qu'en ingérant des bactéries de type probiotique, on peut retrouver ces mêmes bactéries au niveau des urines. Tout ça, évidemment, laisse penser à des possibles applications thérapeutiques
On sait qu'il y a beaucoup de liens entre le microbiote, hein, l'ensemble des microbes qui sont dans les différents tissus humains, et cette potentielle manipulation. On peut prendre l'exemple des thérapeutiques anticancéreuses. On sait que l'immunothérapie anticancéreuse peut être plus ou moins efficace en fonction des microbes du tube digestif qu'un patient a ou n'a pas. Donc toutes ces pistes-là sont des pistes éventuellement de thérapeutique à l'avenir. Et quand est-ce qu'on peut espérer transformer les probiotiques en médicaments et avoir une utilisation plus importante au-delà de l'élevage dans lequel il est largement utilisé depuis plusieurs décennies? Il y a plusieurs étapes. La première, c'est de faire un espèce de répertoire des microbes qu'il y a chez l'homme. Donc nous, on a commencé, avec Jean-Christophe, avec Mathieu Millon, à faire le répertoire des microbes cultivables chez l'homme. Et comme on était les seuls à faire ça au départ, à peu près un tiers des microbes qui ont été isolés chez l'homme ont été isolés ici. Donc on a maintenant un répertoire de souches associé à différentes situations qui est tout à fait unique. Donc c'est le premier point, c'est de créer un répertoire. Ensuite, de transformer un probiotique en médicament, ça devient extrêmement complexe parce que la régulation des probiotiques comme médicaments, non pas comme complément alimentaire, mais comme médicament, répond à la même définition que la création de médicaments. C'est-à-dire que chaque paramètre utilisé, chaque excipient, tout ce que l'on met dedans, les endroits dans lesquels on les met, doivent être parfaitement contrôlés. Et rien que la création d'un site pour la production de probiotiques comme ça coûte 10 millions d'euros. Et ensuite de ça, c'est des microbes vivants, ce qui veut dire que à chaque fois qu'on les sous-cultive, il faut vérifier qu'ils sont pareils, qu'ils n'ont pas muté, qu'ils n'ont pas changé par rapport à la souche initiale qui était efficace, ce qui veut dire qu'on ne peut pas traiter ça comme un produit inerte ou chimique. Donc transformer les probiotiques en médicaments, c'est un enjeu considérable, difficile, en particulier si on commence à utiliser ces médicaments dans des indications médicales précises. Donc ça, c'est un enjeu formidable. Aux États-Unis, c'est probablement l'enjeu qui suscite les plus gros financements au monde, avec des objectifs, un de probiotiques qui protégeraient contre la prise de poids, d'autres des probiotiques qui aideraient à prendre du poids chez les enfants très dénutris, d'autres peut-être les anorexiques, d'autres pour le traitement des cancers ou l'immunothérapie. Il faut se rappeler que quand même on traite un cancer de la vessie, avec une bactérie qui est le BCG, qu'on utilise pour la vaccination pour la tuberculose, a une efficacité remarquable dans le cancer de la vessie. Donc la preuve de concept qu'on peut soigner des gens avec des microbes vivants existe. Après, pour transformer les microbes sur lesquels on a une suspicion que ça marche en quelque chose qui est efficace, ça nécessite un processus qui est assez long et qui nécessitera des investissements massifs avec des hauts et des bas, c'est-à-dire avec des échecs spectaculaires et avec à la fin, on l'espère, des réussites, mais qui seront pavées de problèmes parce que on s'adresse à quelque chose qu'on connaît mal encore et qu'on ne peut plus le faire maintenant comme le professeur Maté, qui a inventé le traitement par le BCG, pouvait le faire il y a 50 ans. Maintenant, on ne peut plus faire des choses comme ça. Il y a tellement de normes de sécurité qu'avant de mettre au point des médicaments avec des microbes vivants, on aura d'énormes difficultés. Mais, d'ores et déjà, on traite avec les microbes vivants les colites à Clostridium difficile ou le portage chronique, mais cette fois-là, on fait les greffes fécales, c'est-à-dire qu'on met tous les microbes du tube digestif à la fois. L'idée, c'est de séparer les microbes qui sont efficaces et de faire avec ça un comprimé, une gélule qui remplacerait la greffe fécale, qui est un phénomène quand même un peu archaïque, quoi. Voilà. Mais on avance. Merci beaucoup. Merci.